Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est 20h30, c'est l'heure de l'émission La Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons l'ambassadeur de l'Union européenne à Brazzaville, au Congo, son Excellence Marcel Van Opstal. Avec lui, nous allons parler des relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, bien sûr l'Union européenne et le Congo, et aussi sur la constitution du Congo et quelle est la position de l'Union européenne sur ce projet de constitution. Et bien sûr, comme c'est un sujet d'actualité, l'opération Mbata Ya Bakolo. Selon les informations, l'ambassadeur, après avoir eu un entretien avec le ministre de l'Intérieur, avait dit que tout va bien. Dans cette opération, nous allons voir, est-ce que c'était une désinformation, est-ce que c'était la vérité. Avec lui, nous allons parler aussi de la liberté de presse au Congo. Quelle est la position ou l'évaluation que l'Union européenne fait de l'état de la presse ou la liberté de la presse dans notre cher et beau pays? Voilà tous les sujets que nous allons aborder dans un instant. Une fois de plus, bonsoir, vous êtes sur MN Télévision, il est 20h30, c'est l'heure de votre émission La Grande Interview. Et comme j'ai annoncé à l'introduction de notre émission, nous recevons M. Van Opstal. Il est, pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'imagine que tout le monde le connaît ici à Brazzaville et au Congo. Il s'appelle Van Opstal et il est le représentant de l'Union européenne à Brazzaville. Son Excellence Van Opstal, soyez les bienvenus. Merci. Bonsoir. Comment vous allez? Mais très bien. Vous allez bien. Et je voudrais vous poser une autre question directement, c'est sur les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. Est-ce que c'est une relation d'égal à égal ou c'est une relation entre un ancien colon et un ancien colonisé? Non, les relations entre l'Union européenne, l'Afrique en général et l'Union africaine, heureusement, ont quand même évolué. Et cela a encore été démontré lors du dernier sommet entre l'Union européenne et l'Afrique, où nous avons pu, entre partenaires, revisiter et faire le point sur la mise en œuvre et les priorités du partenariat stratégique qui existe entre l'Union européenne et l'Afrique. C'est le 3e ou 4e sommet de ce genre qui avait lieu. Nous avons démarré à avoir une approche stratégique avec l'Afrique il y a déjà une bonne dizaine d'années, mais on peut constater au fil du temps que les Européens se sont débarrassés de ce qu'on peut appeler ça un complexe. Ils se sont débarrassés de ce complexe de colonisateurs paternalistes pour intégrer et prendre la mesure de plus en plus de la particularité africaine. Or, la particularité africaine, elle est quand même assez complexe, puisque nous parlons d'un continent entier, de l'Union africaine, qui représente des pays au nord de l'Afrique, au centre, à l'ouest, au sud, avec certes des cultures apparentes, mais des priorités ou des niveaux de développement économique assez différents. Nous sommes très vite tombés sur des priorités que nous avons jugées importantes et communes. La stabilité et la sécurité, forcément. On ne peut pas y avoir de croissance économique, de développement ou de bien-être des populations sans qu'il y ait sécurité et stabilité. Avec l'Union africaine, nous discutons et nous avons en permanence des consultations sur des dossiers extrêmement chauds, à commencer par votre proximité, celui de la RCA, puisqu'il y a sur place un représentant de l'Union africaine qui est par ailleurs congolais, le général Jean-Marie Michel Moukoko, que nous connaissons bien,
Nous sommes un partenaire sur ce dossier-là, mais aux côtés de l'Union africaine, nous avons aussi traité le dossier malien. C'est nous qui finançons en grande partie les forces d'intervention en Somalie, et nous sommes aussi en discussion avec l'Union africaine, la Commission paix et sécurité, sur toute une série de stratégies. La stratégie de sécurité et stabilité des Grands Lacs, et d'ailleurs nous avons une initiative conjointe avec l'Union africaine, le gouvernement belge, la Banque mondiale, l'Union européenne, les Nations unies, le 1er et le 2 juillet à Bruxelles, une conférence qui va discuter d'un plan de financement de développement de la région des Grands Lacs pour répondre aux besoins des populations qui sont concernées par le conflit à l'est de la RDC, partant du principe que ce conflit-là, lui aussi, il a un point de départ qui est la pauvreté ou le défaut de cohésion sociale. Et nous sommes aussi avec l'Union africaine sur des dossiers chauds tels que la sécurité dans le golfe de Guinée et la sécurité dans le golfe de l'océan Indien. Au-delà de ça, aussi, nous sommes bien conscients que les grands défis auxquels nous sommes confrontés, c'est que nous avons peut-être une jeunesse moins importante que la vôtre. L'Afrique a une jeunesse extrêmement importante et il faut répondre à ses besoins de développement, d'emploi sur le continent africain, mais c'est aussi une jeunesse qui peut nous être utile dans une immigration vue sous un angle positif et non pas sous un angle répressif. Et c'est un sujet très chaud qui a fait l'objet de débats animés. Mais nous savons que nos partenaires africains ont des reproches à nous faire. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre quel est leur sentiment et d'essayer d'ajuster notre politique migratoire. Nous avons eu récemment les élections européennes, oui, qui, pour certains, pourraient être susceptibles de changer la donne avec l'arrivée de les partis extrémistes ou extrême droite, nationalistes. Mais quand même, il faut relativiser tout ça dans la mesure où l'importance de ces groupes dans l'équilibre d'ensemble du Parlement européen leur permettra d'exprimer une voix, mais lorsqu'il s'agira d'arriver au vote, ce seront les groupes plus traditionnels de la droite, de la gauche, mais de la droite modérée, va-t-on dire, et de la gauche et du libéral qui prôneront. Ça peut d'ailleurs avoir un effet contraire et créer un sursaut auprès de ceux qui, eux, voient que c'est dans l'ouverture vers l'Afrique, dans plus de partenariats, plus d'Afrique qu'on trouvera de solutions. Et non pas dans moins d'Afrique. Ou dans plus d'Afrique ou dans moins d'Afrique. Mais je vous interromps là, mais je veux vous poser une autre question sur ce partenariat. Je donne le cas de la Somalie. En Somalie, l'Union européenne finance la force africaine en partie ou en partie. Mais pourquoi l'Union européenne n'a pas fait la même chose en République centrafricaine? Nous faisons la même chose. En République centrafricaine. C'est nous qui finançons les forces. C'est nous qui finançons déjà la force qui a été mise en place dans un premier temps par la CEAC. Oui. Depuis le début, tout de suite, nous avons mobilisé des fonds pour financer les troupes mises à disposition par les États membres de la CEAC. Et bien sûr, nous continuons. Vous continuez toujours. Oui. Mais est-ce que vous ne voyez pas que l'engagement européen en Centrafrique est moindre ou est porté par un seul pays qui est la France et que les autres pays européens ne s'y intéressent pas assez? On ne peut pas dire que les États européens ne s'intéressent pas à la crise de la RCA. Oui. Pour une raison très simple, c'est que si je regarde, nous avons déjà mobilisé pour la RCA pratiquement 360 millions d'euros. Oui, mais ce que les gens veulent, on veut les gens sur le terrain, on veut les gens sur le terrain, aussi les militaires. C'est nous qui finançons oui, la MISCA, pratiquement. Oui. Nous avons aussi toute une série de financements pour l'afflux des réfugiés, etc. Nous avons une force européenne
en RCA. Donc, par contre... Qui n'est vraiment pas un vrai, c'est une chose française qui a changé de cussion. On a enlevé le drapeau français et on a remplacé par le drapeau de l'Union européenne. Non, on n'a pas remplacé le drapeau français par le drapeau de l'Union européenne. Il y a des troupes additionnelles françaises sous étiquette, sous drapeau européen, et de troupes d'autres origines. Mais nous sommes confrontés, tout comme l'Union africaine, à des sensibilités, des difficultés. Il y a un certain nombre de pays membres de l'Union africaine. Trouver un consensus entre ces pays pour mobiliser des troupes, c'est pas simple. Nous ne devons pas nous voir comme donneurs de leçons. Nous avons, nous aussi, une frustration. Et au niveau européen, cette frustration, c'est que lorsqu'il s'agit d'avoir une politique de sécurité commune, nous dépendons du bon vouloir de nos États membres. Et la construction européenne dans ce domaine se poursuit. Donc, c'est pas par défaut d'intérêt, c'est plutôt par défaut d'institutions politiques et de mécanismes politiques. Nous n'allons probablement pas aussi loin que nous le souhaitons en termes de mobilisation de troupes ou de montage d'opérations militaires, parce que nous devons obtenir le consensus et l'apport de nos 28. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne dans son ensemble n'a pas une volonté politique d'appuyer un tel pays, c'est que ces mécanismes ne sont pas encore arrivés pour lui permettre de mobiliser ça dans un délai aussi rapide qu'il le souhaiterait. Donc c'est plus un problème interne d'organisation. À vous entendre, monsieur l'ambassadeur, vous voulez plus d'Europe, dans un genre une Europe fédérale. Mais avec... je n'irai pas jusque-là, mais comme l'ambassadeur de l'Union européenne et fonctionnaire de l'Union européenne depuis... j'ose pas le dire. Vous êtes ce que les Britanniques appellent moi, je suis un Européen convaincu. Un eurocrate. Vous êtes les gens de Bruxelles. Je suis un eurocrate, je suis un Européen convaincu. Je suis né en Belgique, d'un père hollandais, d'une mère d'origine corse. J'ai déjà 3 nationalités qui me constituent. Qui vous constituent. Mais vous ne voyez pas que le fait qu'en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, quand vous parlez comme ça, c'est ça qui fait que les pays, les partis comme le Front National en France ou le UK Independent Party de M. Farage, ils ne veulent pas entendre cela. Ça veut dire que vous voulez détruire les nations pour créer un État supranational. Et c'est vous qui favorisez l'émergence des extrêmes. C'est leur droit le plus strict d'avoir le sentiment qu'il faut faire à moins d'Europe. Et ce n'est pas juste. Mais pour moi, nous avons la démonstration dans plusieurs domaines, dont celui de la mobilisation des troupes de forts pour la République centrafricaine, que si nous avions plus d'Europe et une politique européenne commune de sécurité et stabilité, nous aurions plus de facilité à mobiliser et avoir des troupes. Le même raisonnement se tient au niveau économique. Oui, mais monsieur, votre question, je ne voulais pas qu'on s'attarde, mais je veux venir sur le problème de partenariat. Il y a un certain partenariat ACP qui parle de libre-échange entre l'Union européenne et l'Union africaine. Est-ce que vous ne voyez pas que si ça se fait, c'est un partenariat de dupe? Vous allez duper les Africains parce que vous avez un avantage en signant ça, ça va détruire par exemple l'agriculture ou l'élevage en Afrique. Les accords de partenariat économique, nous en parlons depuis presque une quinzaine d'années déjà, sinon... je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non, parce que... Vous pensez qu'un planteur qui habite à Mayeye peut se comparer avec un planteur qui vient de la Corse de chez votre maman, un éleveur? Dans la négociation que nous essayons de mettre en place avec les États africains, nous ne demandons pas à 100% qu'il y ait un accès pour les produits européens. Pour nos produits européens. Nous négocions la définition d'un certain nombre de produits, d'un certain nombre de services. Dans la négociation, nous avons prévu aussi des pourcentages.
C'est-à-dire que l'ouverture du marché, elle peut se faire à 60%, à 80%. Et aussi, nous avons des listes. Ce que nous avons essayé de faire, et c'est très difficile, c'est de tomber d'accord sur des listes qui ne défavoriseraient pas l'économie, la production africaine. Et si cela devait la favoriser, identifier des actions et des activités que nous financerions conjointement pour réduire l'impact ou l'effet sur les économies africaines. D'accord, donc selon vous, ce partenariat économique, c'est gagnant-gagnant pour les Européens et les Africains? Le partenariat économique, selon les deux parties, la volonté des deux parties est qu'il soit gagnant-gagnant. D'accord. Les deux parties devaient se modifier complètement la façon de penser, puisque l'un et l'autre étaient habitués à des systèmes de protection, à maintenir en place des économies ou des productions qui n'étaient pas compétitives sur le plan international. Aujourd'hui, l'Afrique et les autres pays, leur compétition ne se fait pas uniquement avec l'Union européenne. Nous pensons qu'en libéralisant et en favorisant d'abord, et c'est là la caractéristique des accords de partenariat économique, nous pensons qu'en favorisant l'intégration économique régionale africaine, oui. Africaine par région ou globale, mais nous avons favorisé par région l'intégration économique à l'intérieur de la CEMAC, l'intégration économique à l'intérieur de la CEDEAO, l'intégration économique à l'intérieur des pays de l'Afrique australe. Oui. Nous pensons qu'en favorisant cette intégration économique là, en la négociant, en harmonisant et en ayant un partenariat avec l'Union européenne, que nous rendions automatiquement ou plus facilement aussi compétitifs vis-à-vis de l'extérieur. Donc vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des autres partenaires commerciaux. Et tout cela dans l'esprit de ce qui se négocie à Doha. Mais si vous regardez aussi les négociations commerciales qui ont lieu à Doha, on n'avance pas beaucoup. Malheureusement, le monde est ainsi fait qu'il est très difficile de se débarrasser des méfiances entre partenaires. Entre partenaires. Bon, venons chez nous, précisément au Congo. Quels sont les différents projets que l'Union européenne finance au Congo? En République du Congo, je vais retracer un peu nos interventions dans le cadre de notre coopération. Moi, depuis que je suis arrivé au Congo, donc ça fait 4 ans, je suis arrivé ici en plein démarrage de notre programme de coopération qui touchait la période 2009-2014, ce qu'on appelle dans le jargon le 10e Fonds européen de développement, pour lequel nous avions deux secteurs de concentration, 85 millions d'euros, 2 secteurs de concentration. Le premier secteur de concentration, c'était les infrastructures. Dans ce cadre-là, nous avons terminé la route Brazzaville-Kinkala et enfin, nous venons de démarrer le tronçon entre Kinkala et Mindouli. Oui, mais excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, c'est vous qui avez financé la construction de la route Kinkala-Brazzaville, c'est l'Union européenne. Oui. Et ça vous a coûté, vous comptez un peu le chiffre? Ça nous a coûté environ 56 millions, 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Oui. Et en CFA, ça donne combien? Multiplier ça par, ça fait, par 600. Bon. Multiplier ça par 600. Par 600, fait... oui. On verra ça avec les calculs. Maintenant, vous, l'autre projet, c'est Mindouli, Kinkala-Mindouli. Kinkala-Mindouli. Oui. Celui-là, notre contribution, là, nous sommes parvenus à convaincre le gouvernement congolais de le cofinancer avec nous. Et en fait, c'est le gouvernement qui a la plus grosse part du financement. Donc nous avons là, nous, un financement de l'ordre de 20 millions et le gouvernement de 40 millions. De nouveau, 60 millions, 60 fois 600, ça fait combien? 36 000 milliards. Oui. 36 milliards de francs CFA. Voilà. Oui, pour
Mindouli-Kinkala. Et ça fait combien de kilomètres cette tronçon? Entre Kinkala et Mindouli, environ 55-60 km. Variable puisque nous allons raccourcir un peu. Vous allez raccourcir. Pourquoi? Parce que le tronçon que nous avons revu tout le tronçon. Et donc il y a moyen d'économiser en le faisant un peu plus court. Oui, un peu plus court. Et en dehors du financement des projets comme de routes? Donc en dehors de cela, nous avons aussi des interventions au port de Brazzaville. Nous avions comme deuxième domaine de concentration la gouvernance économique, la gouvernance financière. Nous avons des programmes d'appui à la réforme des finances publiques, à l'amélioration, à la définition d'une politique commerciale et au renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales. Nous avons un appui aussi et nous avions des projets dans le domaine de la santé. À l'horizon 2014-2020, nous allons enregistrer une légère augmentation de nos financements de 85 millions d'euros à 103 millions d'euros. Et là, nous nous lançons un défi à nous et au gouvernement congolais dans la mesure où un des secteurs de concentration, ce sera l'appui à la décentralisation et au développement local. Et pourquoi un défi? Vous savez aussi bien que moi que tout le dispositif légal et réglementaire de la décentralisation existe, que l'on parle depuis 2003 de la décentralisation, mais que tout reste à faire en termes de mise en œuvre réelle de l'application de la décentralisation de l'État. Et selon vous, qu'est-ce qui empêche l'application de la décentralisation? Ouais. Bon, je vais me permettre d'un peu... Non, permettez-vous de tout ici. Si on dit tout. Un peu de nouveau, c'est un changement d'état d'esprit. Dans l'évolution d'une société, c'est pas du jour au lendemain que l'on apprend à décentraliser l'autorité. Petit à petit, la République du Congo doit apprendre à décentraliser la décision. Et plutôt que d'avoir des décisions qui sont prises du centre pour aller vers la périphérie et vers le local, faire en sorte aussi que la décision vienne du local pour remonter vers le haut. Donc le choix de société, il a été fait. On peut imaginer que dans le temps et dans la progression démocratique et dans la progression aussi de détenir le pouvoir, vous avez une administration forte, vous avez beaucoup de fonctionnaires centraux à Brazzaville. C'est pas du jour au lendemain que l'on apprend à décentraliser et à donner du pouvoir à une fonction publique décentralisée dans les communes et dans les départements. Donc c'est peut-être ça qui a fait qu'il y a un frein. Nous pensons qu'aujourd'hui, que ce soit au sein de l'Assemblée nationale, au sein du gouvernement, et en tout cas les interlocuteurs que nous avons consultés, sont tous unanimes à reconnaître que le moment est venu d'aller dans la voie d'une plus grande décentralisation, d'encourager cette décentralisation. Et donc, là, vous travaillez avec le ministère de la décentralisation? Ce sera fait avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, et aussi avec le ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire. Et évidemment, avec les autorités locales, l'objectif étant de déterminer 2 à 3 entités décentralisées dans lesquelles nous appuierons à la formation et au renforcement des capacités des décideurs locaux, tout en définissant avec eux des plans d'action, une stratégie pour lesquels nous apporterons des fonds d'appui pour la mettre en œuvre dans des domaines à définir prioritaires. D'accord. Vous avez parlé aussi, je vais revenir de la décentralisation, il vient sur le domaine de la santé. Vous avez dit que vous appuyez le gouvernement sur le domaine de la santé, dans le domaine de la santé. Précisément, quel domaine de la santé? C'est vaste. Alors, dans le domaine de la santé, nous avons 2 projets principalement en cours actuellement. Le premier, il consiste à appuyer la centrale d'achat qui est la Comeg. Mais qu'est-ce que vous faites rire quand vous dites ça? Quand vous dites appuyer la centrale, la Comeg, ça vous fait rire. Qu'est-ce qui ne va pas à la Comeg?
Qu'est-ce qui ne va pas à la Comeg? Je vous ai pas dit que ça n'allait pas. Mais parce que quand vous riez, vous êtes un peu donc vous l'interprétez tout de suite par mon exactement, attitude, il y a le body language. Donc vous voyez qu'à travers mon body language, il y a des frustrations. Oui, il y a des frustrations. Et dites-nous, quelles sont les frustrations que vous avez à la Comeg? Vous êtes un homme dangereux, monsieur Smith. Non, c'est mon métier, je vous pose des questions. Parce que quand on appelle la Comeg, vous vous êtes mis à rire. Donc à côté de la Comeg, je vais y revenir. Pourquoi vous allez revenir? Répondez la Comeg. Répondez la question de la Comeg. Ça se passe bien la Comeg ou pas? J'y viens. D'accord. À côté de la Comeg, nous avons aussi un projet qui vise à la formation paramédicale que nous faisons exécuter par l'Agence française de développement. Et tout se passe bien? Qui se passe bien, oui, qui se passe bien. Votre réponse est pas convaincante. Celui-là, il se passe bien. Cela se passe bien. La Comeg, c'est un organisme, une association sans but lucratif qui a été créée avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers et qui a pour objectif d'être une centrale d'achat de médicaments génériques. Et qui a pour objectif oui, d'acheter des médicaments génériques. À un moment même, on lui a confié l'achat de médicaments pour la gratuité. Oui. Et de les distribuer, de veiller en sorte à ce que ces médicaments soient de qualité et à un prix raisonnable puisqu'ils doivent être distribués dans les configurations médicales. Et en réalité, ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe dans cette centrale d'achat? Malheureusement, elle a été confrontée à toutes les turbulences possibles et imaginables. Comme quoi, par exemple? Les turbulences, vous devez sans doute vous rappeler que dans les années 2010, les gestionnaires de la Comeg ont fait l'objet de l'actualité dans la mesure où il a été démontré qu'ils avaient fait des malversations au sein de la Comeg. Donc la Comeg... Et quand il y a des malversations, ça veut dire que votre rapport avec eux n'est pas si bon, non? Quand il y a des malversations, bien évidemment, c'est facile de dire que l'outil est mauvais. Exactement. Donc l'outil est mauvais alors? L'outil n'est pas mauvais. C'est pas l'outil qui est mauvais. Ce n'est pas une centrale. Oui. Ce n'est pas une centrale d'achat. Ou ce n'est pas l'outil qui est mauvais. Oui, mais ce qui n'est pas correct, c'est que on veut jeter le bain, le bébé, l'eau du bain, tout. Ah bon? Ce n'est pas parce que l'outil a été mal géré, a fait l'objet de malversation, qu'il n'a pas un potentiel pour être bien géré. Et qu'est-ce que l'Union européenne fait? Nous, là-bas, nous y avons mis une assistance technique, partant du principe que l'outil Comeg centrale d'achat ne pouvait que fonctionner correctement. Nous avons mis en place un dispositif qui permet de vérifier un comité d'achat des médicaments. Mais malheureusement, cette centrale d'achat, de par le fait qu'elle a été très mal gérée, elle a fait perdre la confiance, elle a une perte de crédibilité. Elle a perdu la confiance et la crédibilité. Elle a perdu la confiance du ministère de la Santé publique, le gouvernement... Et l'Union européenne, la confiance aussi. Vous avez confiance encore ou pas? Nous pensons que c'est un outil, comme je vous l'ai dit, oui, qui, s'il est géré correctement, oui, avec un système de procédure et de contrôle, a un potentiel non seulement de remplir sa mission, mais aussi de faire des bénéfices en termes d'achat et de distribution de médicaments. D'accord. On va revenir tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, on va observer un petit moment de publicité. Et quand on va revenir, on va vous poser la question sur votre regard sur la situation politique de ce pays. Vous savez tous, on est dans un moment charnière de l'histoire de ce pays. Et après, nous allons aussi vous demander pourquoi vous ne financez plus le projet de la traçabilité des arbres qui sont coupés dans les forêts du Congo. Ça, c'est les questions qu'on va aussi vous poser. Et puis aussi, vous financez toujours. Donc, on va revenir, on va aussi poser votre point de vue sur l'opération Mbata Yabakolo. Donc, ne quittez pas.